L'histoire de Batu Khan, le redoutable marteau mongol, est inséparablement liée à la grandeur et à la brutalité de l'empire fondé par son grand-père, Gengis Khan. Pour comprendre la force implacable qui balayerait l'Europe orientale, il est indispensable de plonger au cœur de l'héritage profond de fureur et de conquête que Batu portait dans son sang. Un legs forgé dans le feu et le fer des steppes. Né dans les vastes et impitoyables plaines de l'Asie centrale, Batu était le petit-fils du légendaire Gengis Khan, unificateur des Mongols et architecte du plus vaste empire contigu de l'histoire humaine. Une telle lignée n'était pas simplement un insigne d'honneur, c'était un mandat divin, un sceau de Tengri, le dieu du ciel bleu, destiné à régner sur le monde. La conviction que le destin des Mongols était de soumettre tout ce que le ciel embrassait constituait la colonne vertébrale de leur identité et la force motrice derrière leur expansion impitoyable. Batu était le fils de Jochi, le fils aîné de Gengis, et incarnait ainsi la continuation d'une lignée de conquérants. Bien que la paternité de Jochi fût entourée de mystères, sa mère, Börte, ayant été enlevée et retenue captive avant d'accoucher, ce qui alimentait des rumeurs sur ses origines non biologiques, Gengis Khan le reconnut publiquement comme son fils et héritier. Cette reconnaissance seule assura le statut de Jochi et l'attribution ultérieure de son ulus ou domaine sur les terres occidentales renforça la position de sa descendance. Batu, en tant que chef de la maison de Jochi, hérita non seulement de vastes territoires, mais aussi de la responsabilité d'élargir les frontières de l'Empire, un droit et un devoir incontestables qui le plaçaient à l'avant-garde de toute expansion vers l'Occident. Son caractère était forgé dans les traditions mongoles de rudesse, de leadership et d'une foi inébranlable en la supériorité militaire et en la destinée de son peuple. C'était un homme peu disert, mais d'une détermination inébranlable, dont la présence imposante exigeait respect et obéissance. La décision de lancer la vaste campagne contre l'Occident ne fut ni précipitée, ni un caprice d'un souverain ambitieux, mais le fruit d'un processus délibératif méticuleux connu sous le nom de Kurultai. Ce grand conseil constituait le cœur politique et militaire de l'Empire mongol. Une assemblée solennelle où les princes du sang, les généraux les plus expérimentés et les chefs tribaux se réunissaient pour décider de l'avenir de l'Empire. C'était un rite ancestral et sacré, au cours duquel les décisions les plus cruciales étaient prises sous la bénédiction supposée de Tengri. En 1235, sous l'égide du grand Khan Ögödei, fils et successeur de Gengis, un Kurultai monumental fut convoqué. Les immenses plaines de Mongolie se remplirent de guerriers, de chevaux et de yourtes, s'étendant à perte de vue, tandis que les dirigeants de chaque ulus, chacun avec ses propres contingents et ambitions, se rassemblaient pour délibérer des prochaines étapes de l'expansion mongole. L'air était chargé d'attente, et la logistique colossale de ce rassemblement témoignait du pouvoir et de l'organisation de l'Empire. L'attention se concentra sur l'Occident, une région perçue comme riche en ressources et mûre pour la conquête. Les rapports des espions et éclaireurs, incluant les analyses détaillées de Subotai, l'un des plus grands stratèges de l'histoire, dépeignaient un tableau de royaumes européens fragmentés, souvent en conflit les uns contre les autres et vulnérables face à la cohésion et à la discipline des Mongols. La Bulgarie de la Volga, les principautés russes, la Hongrie et la Pologne étaient décrites comme des proies faciles, dont les richesses pourraient alimenter le trésor impérial et dont les populations pourraient grossir la main-d'œuvre et les armées mongoles. La décision finale fut unanime. L'Occident serait assujetti et ses richesses intégrées au trésor impérial. Cette détermination n'était pas seulement stratégique, elle s'inscrivait dans l'idéologie mongole, selon laquelle Tengri avait conféré à Gengis et à ses descendants le mandat de gouverner le monde entier. Et tout peuple refusant de se soumettre devenait un ennemi à anéantir, une offense à l'ordre divin exigeant d'être corrigé par le sang et le feu. Pour les Mongols, la conquête n'était pas seulement puissance,
mais devoir sacré. Pour mener cette entreprise colossale, Batu Khan fut désigné commandant suprême. Son statut de petit-fils de Gengis et de fils de Jochi lui conférait l'autorité nominale et la légitimité nécessaire pour unifier les princes de différentes lignées, dont certains étaient ses propres cousins, tels que Guyuk, fils de Godei, et Mengke, petit-fils de Gengis et futur grand Khan. Il incarnait le visage de la campagne, le chef que les autres princes respecteraient ou, à tout le moins, suivrait par mandat impérial. Cependant, l'esprit tactique véritable derrière ce plan d'annihilation n'était autre que Subodhai Bahadur, l'un des stratèges militaires les plus brillants de l'histoire. Subodhai, l'un des légendaires 4 chiens de Gengis, avait participé à toutes les grandes campagnes de l'Empire, de la Chine à la Russie, perfectionnant l'art de la guerre de manœuvre, de siège et d'annihilation à une échelle jamais vue. Vétéran de dizaines de batailles, il maîtrisait la logistique, le renseignement et la coordination d'armées sur de vastes distances. Son esprit stratégique, froid et précis, anticipait les mouvements ennemis et manipulait des forces immenses avec une efficacité terrifiante. Tandis que Batu apportait autorité et présence imposante, la légitimité de la lignée royale, Subodhai planifiait méticuleusement chaque phase de l'invasion, de la route à travers les steppes glacées aux tactiques spécifiques à employer contre les différents ennemis rencontrés. Sa vision stratégique était incomparable et il deviendrait le véritable architecte de la dévastation qui s'abattrait sur l'Europe orientale. L'alliance entre Batu, prince de sang royal et chef nominal, et Subodhai, génie tactique et maître du terrain, formerait la force motrice de la campagne. Cette dynamique, combinant la légitimité et le charisme de Batu à l'expérience et à l'intelligence militaire de Subodhai, créait un commandement cohérent et redoutable, une machine de guerre parfaitement réglée pour la destruction. L'armée rassemblée pour cette campagne était colossale. Une union d'Ulus provenant de tous les coins de l'Empire, avec des princes tels que Guyuk, Mengke et Kaidan participant sous la direction de Batu. Chacun apportait ses propres troupes et ambitions, mais tous étaient soumis à l'autorité du chef suprême et au génie du général le plus expérimenté. On estime que plus de 100 000 guerriers, la fleur de la cavalerie mongole, se préparaient à la marche, armés de leurs arcs composites, de flèches mortelles, de sabres affûtés et montés sur des chevaux endurants, prêts à chevaucher sans relâche sur des milliers de kilomètres. Ce chapitre marqua le poids de cet héritage, la complexité des décisions impériales et la formation d'une machine de guerre sans précédent, prête à marcher vers l'Occident. Batu Khan, le petit-fils doré, brandissait le marteau et Subodhai traçait la trajectoire de sa fureur. L'Europe allait bientôt affronter le pouvoir combiné d'une lignée légendaire et d'une stratégie militaire inégalée. Un présage de terreur à venir qui réécrirait le destin de nations entières. Avec la décision du Kurultai fermement établie et le leadership de Batu Khan, soutenu par le génie stratégique de Subodhai, consolidé, la scène était prête pour la manifestation physique de la colère mongole. Les immenses hordes, composés d'une fusion de guerriers issus de diverses tribus et de princes impériaux, entamèrent leur marche inexorable vers l'ouest, transformant les steppes en un théâtre préparatoire à la destruction. C'était l'aube d'une ère de terreur pour les peuples européens, à peine capables d'imaginer l'ampleur de la dévastation approchant. La campagne débuta par la conquête brutale de la Bulgarie de la Volga, un royaume commercial prospère et stratégiquement vital, situé sur le cours moyen du fleuve Volga. Cette région, carrefour d'échanges entre le monde islamique, l'Europe septentrionale et les steppes asiatiques, représentait à la fois un obstacle crucial et un butin convoité pour les Mongols. Ces cités, comme Bulgares, étaient des centres de commerce et de culture, fortifiés et habités par un peuple résilient qui, durant des années, avait résisté à des incursions mineures. Pourtant, la Bulgarie de la Volga n'était pas prête à affronter la force irrésistible et la coordination militaire que Batu et Subodhai allaient déployer.
La première phase de l'attaque mongole fut impitoyable. Les villes furent assiégées et, une fois leur défense franchie, réduites en cendres. Leurs populations furent massacrées sans distinction, leurs ressources pillées avec une efficacité systématique et la terre laissée en ruines fumantes. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais une démonstration claire de la politique mongole d'annihilation envers ceux qui osaient résister, et de subjugation totale pour les rares survivants à cet enfer. Le message était sans équivoque et serait propagé par des vagues de réfugiés et des récits horrifiés se répandant vers l'ouest. L'efficacité et la rapidité de la cavalerie mongole sur les terrains découverts s'affirmèrent pleinement durant cette phase initiale. Les hordes balayèrent le territoire de la steppe comme un incendie incontrôlable. Leurs mouvements étaient fluides et mortels. Les chevaux des steppes, petits mais incroyablement endurants et agiles, formaient l'épine dorsale de cette machine de guerre. Ils permettaient aux cavaliers mongols de parcourir des distances que les armées européennes, habituées à l'infanterie lourde et aux déplacements lents, jugeaient impossibles. La discipline de fer des cavaliers, leur incomparable maîtrise du tir à l'arc monté et leur tactique d'attaque et de retraite, feignant la fuite pour ensuite revenir et anéantir l'ennemi poursuivant, les rendaient pratiquement invincibles sur leur terrain naturel. Ils surprenaient leurs adversaires, désorganisaient leur défense et sapaient leur morale avant même qu'ils ne puissent former une ligne de bataille cohérente. Chaque victoire attestait du génie tactique de Subotai et de la capacité mongole à adapter la guerre aux immenses étendues du paysage. La campagne se poursuivit par la subjugation des Koumans, aussi appelés Kipchaks, un peuple nomade turc habitant les steppes entre la mer Caspienne et la mer Noire. Les Koumans, malgré leur réputation de guerriers féroces et leur rivalité séculaire avec les Mongols, ne purent résister à la force écrasante et à l'organisation supérieure des hordes de Batou. La traque des Koumans s'étendit sur de vastes zones, une chasse impitoyable qui conduisit les Mongols à entrer en contact direct avec les principautés russes. De nombreux chefs Koumans, voyant leurs armées désintégrées et leurs terres envahies, cherchèrent refuge en terre slave, implorant l'aide des princes russes et précipitant ainsi les futurs conflits qui impliqueraient bientôt la Russe de Kiev. La brutalité exercée contre ces populations nomades n'était ni arbitraire, ni le fruit d'une simple sauvagerie. Elle faisait partie d'une stratégie de terreur calculée destinée à paralyser la volonté de résistance des peuples futurs. Les nouvelles de massacres, de destruction totale de villes et d'annihilation d'armées se répandirent rapidement, provoquant une panique généralisée qui précédait l'armée mongole elle-même, sapant le moral et la capacité organisationnelle des ennemis avant même l'arrivée des troupes. C'était une arme psychologique aussi puissante que n'importe quel arc ou épée. Cette période initiale de la campagne fut cruciale pour Batu Khan. C'est à ce moment qu'il consolida son pouvoir et établit l'autorité de sa lignée sur les terres nouvellement conquises. La région des steppes du sud de la Russie et le bassin de la Volga, riche en pâturage pour les innombrables troupeaux mongols et stratégiquement situé comme porte d'entrée vers l'ouest, devint la base opérationnelle d'où la terreur se répandrait encore plus à l'ouest. Batu, avec la bénédiction du grand khan Ögödei, commença à poser les fondations de ce qui deviendrait le khanat de la Horde d'Or. Cette nouvelle entité politique n'était pas simplement un campement temporaire d'une armée en marche. C'était une base permanente, un royaume en gestation qui servirait de plateforme inexpugnable pour des campagnes futures et de centre de pouvoir durable pour les descendants de Jochi. La création de la Horde d'Or symbolisait l'intention mongole non seulement d'envahir et de piller, mais d'établir un contrôle durable sur ces vastes terres. L'administration mongole, bien que redoutée, était incroyablement efficace. Elle intégrait les peuples assujettis via un système de taxation et de servitude, recrutait main-d'œuvre spécialisée et guerriers pour ses propres armées, et organisait la logistique complexe nécessaire pour soutenir une armée aussi nombreuse à des milliers de kilomètres de sa terre natale.
Les lignes d'approvisionnement étaient soigneusement planifiées, le renseignement sur les ennemis diligemment recueilli et l'armée continuellement préparée pour la phase suivante et plus ambitieuse de sa campagne. L'invasion des riches et fragmentées principautés russes. Le feu de la steppe avait été allumé, nourri par le sang des conquis et l'ambition insatiable de Batu-Khan. Son brasier incandescent était sur le point de balayer l'Europe orientale, laissant derrière lui un sillage de cendres et de désespoir, et l'Europe allait bientôt ressentir l'impact du marteau mongol dans toute sa fureur. Après avoir consolidé ses bases dans les steppes et écrasé la résistance tenace de la Bulgarie, de la Volga et des indomptables Koumans, le marteau mongol de Batu-Khan avait forgé une machine de guerre imparable. Avec les plaines orientales fermement sous son contrôle et les lignes d'approvisionnement sécurisées, les yeux impitoyables de Batu et l'esprit calculateur de Subotai se tournèrent désormais vers l'ouest, vers les riches et divisées terres des principautés russes. C'était une région vaste, couverte de forêts denses et traversée de fleuves puissants, mais divisée par des siècles de rivalités internes. Les princes russes, souvent en guerre les uns contre les autres, étaient tragiquement mal préparés à la tempête d'acier et de feu qui approchait, sous-estimant à la fois la férocité et l'adaptabilité de l'ennemi qu'ils avaient laissé s'installer à leurs frontières orientales. C'était l'année 1237 et l'hiver russe commençait à montrer ses crocs. Mais pour les Mongols, ce ne serait qu'un allié supplémentaire dans leur marche implacable. La première cité russe importante à ressentir tout le poids de la fureur mongole fut Ryazan, une principauté prospère située stratégiquement sur les rives de l'Oka. En décembre 1237, la horde de Batu-Khan, une armée immense et terrifiante, émergea des forêts et des steppes, assiégea la ville. Les Mongols envoyèrent des émissaires exigeant soumission et un tribut exorbitant, un dixième de tout, chevaux, hommes et biens. La réponse des princes de Ryazan, menée par Yuri Ingvarievitch, fut un défi courageux mais suicidaire. Quand il ne restera plus aucun de nous, alors tout sera vôtre. Ce refus catégorique de se rendre scella le destin de la ville et de ses habitants, faisant de Ryazan la scène d'un massacre exemplaire, une leçon brutale pour tous ceux qui oseraient défier le grand Khan. Le siège de Ryazan est une histoire de courage et de tragédie, un sombre prélude au bain de sang russe. Les Mongols, maîtres inégalés de la guerre de siège, ne perdirent pas de temps. En seulement 5 jours, ils construisirent une multitude de machines de siège et de catapultes d'une efficacité colossale. Le bois fut abattu dans les forêts avoisinantes et traîné jusqu'aux murailles, tandis que la main-d'œuvre esclave, capturée lors des campagnes précédentes contre les Bulgares de la Volga et les Koumans, était forcée de travailler sans relâche sous la surveillance impitoyable d'ingénieurs mongols. Pendant 5 jours de combats brutaux et incessants, la ville fut bombardée de tous côtés par une pluie de pierres, de flèches et de feux. Les défenses russes, bien que courageuses, étaient insuffisantes face à la détermination implacable et à la supériorité numérique et technologique mongole. Chaque tentative de contre-attaque était écrasée avec acharnement, et le moral des défenseurs, isolés et sans espoir de renfort, commença à s'effondrer sous le poids de la terreur. Lorsque les murailles cédèrent enfin sous l'assaut combiné des machines de siège et des hordes de guerriers mongols escaladant les brèches, la punition fut aussi terrible qu'exemplaire. Un massacre total. La politique mongole du « ne laisser pierre sur pierre » envers ceux qui résistaient fut appliquée dans sa forme la plus barbare. Aucun citoyen, homme, femme ou enfant, ne fut épargné. Les chroniques russes de l'époque décrivent la scène avec horreur. Des corps empilés dans les rues, du sang teignant la neige, la fumée des maisons et des églises en flammes s'élevant vers les cieux glacés. Les églises furent profanées et incendiées, leurs reliques pillées, leurs moines et prêtres brutalement assassinés. Les maisons furent pillées puis consumées par les flammes, et la cité même de Ryazan cessa d'exister comme entité vivante, transformée en un tas fumant de ruines et de cendres.
c'était un avertissement sombre et sans équivoque pour toutes les autres principautés russes. Résister aux Mongols équivalait à l'annihilation. Mais l'histoire de Ryazan ne fut pas un épisode isolé. Ce n'était que le début d'un schéma de terreur qui allait se déployer durant les mois d'hiver. L'hiver russe, qui historiquement avait été la perte de nombreux envahisseurs, rendant les routes impraticables et l'approvisionnement impossible, fut paradoxalement transformé en avantage stratégique incomparable par Batou et Subotai. Contrairement aux armées européennes, dépendantes de routes pavées et de ravitaillements fixes, les Mongols, nomades des steppes habitués à un mode de vie mobile et autosuffisant, étaient parfaitement adaptés à l'environnement glacé et implacable. La neige et la glace, au lieu d'être des obstacles, devinrent des voies pour leur cavalerie. Les rivières gelées se transformèrent en autoroutes naturelles, permettant aux Mongols de se déplacer avec une vitesse et une mobilité sans précédent, contournant les défenses et surprenant les cités. Tandis que les armées européennes peinaient sur des chemins boueux où attendait le printemps, les Mongols galopaient sur l'immensité blanche. Leurs chevaux de steppe, endurants et habitués à brouter sous la neige, maintenaient un rythme effréné. La résistance des cavaliers mongols, vêtus de fourrures épaisses et accoutumés au froid extrême de leur propre steppe, leur permit de poursuivre la campagne durant les mois les plus rigoureux de l'hiver, un exploit qui bouleversa complètement les attentes et les défenses russes. Les principautés s'attendaient à ce que tout envahisseur se retire ou s'arrête durant l'hiver, mais au lieu de cela, l'hiver devint la saison de la terreur. Kolomna, une autre cité importante sur la route de Vladimir, tomba en janvier 1238 après une bataille féroce qui décima un contingent de Ryazan tentant désespérément de renforcer la défense. Puis vint le tour de Vladimir, capitale de la puissante principauté de Vladimir-Souzdal, l'une des joyaux de la Rus de Kiev. Assiégée et incendiée, sa résistance fut aussi courageuse qu'inutile. Les défenses russes, fatalement fragmentées et incapables de s'unir face à la vertigineuse vitesse et à la férocité incomparable des Mongols, s'effondrèrent l'une après l'autre. Chaque ville conquise devenait un nouveau foyer de destruction et de pillage. Ses habitants massacrés ou réduits en esclavage, ses trésors volés, ses fortifications réduites en poussière. La campagne hivernale des Mongols fut une démonstration dévastatrice d'adaptabilité militaire et de cruauté calculée. Non seulement ils survécurent à l'hiver, mais ils le dominèrent, le transformant en une arme contre des ennemis impréparés. Le paysage désolé de la Russie sous glace et neige fut le témoin de la chute rapide et brutale d'une série de villes et du massacre massif de leurs habitants, tandis que l'empire mongol avançait implacablement, pavant sa route du sang des principautés russes. Le bain de sang russe ne fut qu'un prélude à ce qui allait suivre, et les cendres de Ryazan et de Vladimir marquèrent l'entrée de l'Europe dans une ère d'obscurité sans précédent, annonçant que le marteau mongol était loin d'avoir achevé son œuvre. Après la dévastation implacable qui avait balayé les principautés du nord-est et du centre de la Russie, laissant derrière elle un sillage de cendres et de désespoir, le regard froid et stratégique de Batou Khan, guidé par le génie tactique de Subotai, se fixa sur son prochain et plus symbolique objectif, Kiev. La grandiose cité aux coupoles dorées, brillant sous le soleil, et aux millénaires d'histoire en tant que berceau spirituel et politique de la Rus de Kiev, représentait bien plus qu'un simple centre urbain. C'était le cœur vibrant de l'identité slave, un rempart de culture et de pouvoir dressé comme le dernier obstacle significatif sur le chemin mongol à travers les vastes plaines. En l'année 1240, la cité de Kiev, bien que toujours imposante, n'était plus la puissance d'antan. Des décennies de conflits internes incessants et de querelles fratricides entre les princes russes avaient érodé sa force, divisant les allégeances et affaiblissant les défenses. La population nombreuse et fière était loin d'être unie, et l'esprit de cohésion qui aurait pu être son seul espoir contre la marée mongole était fragmenté. Pourtant,
Lorsque la fumée lointaine des incendies et les récits horrifiants de destruction totale commencèrent à précéder la horde elle-même, Kiev, sous le commandement de Dmitro, un vaillant voïvode du prince Daniel de Galicie, se prépara à la défense. La cité savait que son destin était scellé si elle ne combattait pas de toutes ses forces. Les armées mongoles, une force colossale et impitoyable, ayant perfectionné ses tactiques de siège dans des centaines de villes et forteresses à travers l'Asie et l'Europe orientale, assiégèrent Kiev avec une efficacité terrifiante. L'air autour de la cité se remplit du bruit de milliers d'hommes en mouvement, des hennissements de chevaux et de la frénésie de la construction. Le siège débuta avec la marque distinctive de l'ingénierie mongole. Une démonstration dévastatrice de puissance et d'organisation. D'énormes catapultes, capables de lancer des rochers de dizaines de kilos et des béliers massifs conçus pour pulvériser les murailles, furent construits avec une précision et une célérité stupéfiantes. Le bois des forêts denses avoisinantes fut abattu en masse et rapidement transformé en instrument d'annihilation. Les attaques étaient incessantes. Une avalanche implacable de projectiles et d'incursions durant jour et nuit, sapant non seulement les fortifications de pierre, mais aussi le moral des défenseurs. Les Mongols n'épargnèrent ni effort, ni vie. Des milliers de prisonniers capturés lors de campagnes antérieures furent poussés en première ligne, forcés de manœuvrer les machines de siège et de combler les fossés avec de la terre et leur propre corps, servant ainsi de tragique appât pour rapprocher les équipements d'assaut. La détermination mongole à briser la résistance de Kiev était absolue. La cité était un butin d'immense valeur stratégique et symbolique, et sa chute enverrait un message sans équivoque de puissance et de terreur à toute l'Europe. Une déclaration que rien n'était à l'abri. Les défenseurs de Kiev, bien que menés avec bravoure par Dmitro, livrèrent une bataille désespérée. Pendant des semaines, ils résistèrent, repoussant de brutaux assauts et tentant des contre-attaques. Mais la supériorité mongole en nombre, en technologie de siège et surtout en persévérance, était écrasante. Les murailles de la cité, autrefois fières et infranchissables, furent finalement ouvertes par la force combinée des catapultes et des béliers. Avec les défenses compromises, les Mongols firent irruption et le siège devint une bataille de rue en rue. Un massacre brutal et indiscriminé. La scène était d'une horreur inimaginable. Les citoyens de Kiev, dans un acte désespéré de foi et d'autodéfense, cherchèrent refuge dans des églises et des bâtiments fortifiés, croyant que la sainteté des lieux sacrés leur offrirait une certaine protection. Mais même les sanctuaires les plus vénérés ne furent pas respectés par la fureur mongole. La magnifique cathédrale Sainte-Sophie, symbole de l'orthodoxie russe et monument de sa gloire, fut profanée, ses richesses pillées, ses murs témoins de barbarie. Encore plus tragique fut le sort de l'église de la Dîme. Des milliers de fidèles, réfugiés sous son toit, virent l'édifice, déjà affaibli par les combats et les bombardements, s'effondrer sur eux, les écrasant dans une tombe collective de pierre et de désespoir. L'écho de leurs cris se tut sous les décombres et l'espoir se dissipa en poussière. Le chapitre s'achève avec l'entrée triomphale et brutale de Batu-Khan dans la cité en ruine. La scène était d'une désolation indicible. Kiev, autrefois l'une des cités les plus magnifiques et les plus vivantes d'Europe, était devenue un cimetière fumant. Les rues étaient couvertes de corps déchirés et déformés, empilés grotesquement en témoignage de la férocité du combat. Les bâtiments brûlaient ou étaient réduits à des décombres, et la vie telle qu'on la connaissait avait été éteinte, remplacée par un silence glaçant, rompu seulement par le crépitement des flammes et les pleurs des rares survivants. L'air était chargé de fumée âcre et de l'odeur nauséabonde de la mort. Le tableau de terreur était complet, et les rares survivants, traumatisés et dépouillés de tout, fuyaient désespérément vers l'ouest, n'emportant avec eux que leur vie et des récits d'une annihilation sans précédent. La chute de Kiev ne fut pas seulement une victoire militaire, elle marqua la fin de la Russe de Kiev en tant qu'entité politique indépendante, balayant des siècles d'histoire et de culture pour laisser place au Joug tartare.
2 siècles et demi de sujétion et de tribut à la Horde d'Or. La cité, autrefois prospère et vibrante, serait réduite à un village pendant des années, ses richesses pillées et sa population décimée. Ce chapitre ne relate pas seulement les sombres événements du siège, mais explore aussi l'impact culturel et psychologique accablant de la destruction de Kiev. Un événement qui transforma profondément le cours de l'histoire russe et résonna à travers tout le continent européen. Le cœur de la Russie avait été détruit et les portes de l'Europe centrale étaient désormais grandes ouvertes à la Horde d'Or. Le marteau mongol avait frappé son point le plus vulnérable et les conséquences se feraient sentir pendant des générations. Avec la Russie orientale et centrale assujettie, ces villes réduites en cendres et Kiev, le cœur spirituel des Slaves, transformé en un cimetière fumant, la horde mongole de Batu-Khan, sous la direction magistrale de Subbotai, était prête pour sa phase suivante et la plus ambitieuse de conquête, l'Europe centrale. L'ampleur et la férocité de la dévastation en Russie avaient consolidé la réputation des Mongols comme une force imparable, un châtiment divin balayant la terre, et les nouvelles terrifiantes de leur avancée précédaient leur propre progression. Cependant, à mesure que les Mongols approchèrent des frontières des royaumes chrétiens d'Europe centrale, Subbotai, vétéran des steppes et maître de la guerre psychologique, comprit qu'une nouvelle approche stratégique était nécessaire. Bien que la puissance d'une seule armée massive fût incontestable, elle pouvait aussi devenir prévisible et vulnérable à une coalition déterminée de royaumes européens. Le renseignement mongol, affûté par des années de reconnaissance méticuleuse, avait révélé les relations complexes et souvent tendues entre les monarques européens, mais aussi le risque qu'ils s'unissent face à une menace commune d'une telle ampleur. La solution de Subbotai fut un coup de génie tactique, diviser l'armée mongole en 2 bras principaux, conçus pour semer la panique et empêcher toute résistance organisée. L'Europe ne ferait pas face à une seule avalanche, mais à une tenaille implacable frappant depuis plusieurs points et fragmentant tout espoir d'alliance. Le bras nord, légèrement plus petit, reçut pour mission d'envahir la Pologne, tandis que le bras sud, plus important et mené personnellement par Batu et le rusé Subbotai, se dirigerait vers la Hongrie. L'idée centrale était d'empêcher les royaumes européens de s'entraider. En présentant 2 fronts d'attaque simultanés mais géographiquement distincts, Subbotai voulait forcer chaque royaume à diviser ses ressources et surtout ses forces militaires. Chaque nation serait obligée de défendre ses propres frontières, incapable d'envoyer une aide substantielle à un voisin sans laisser son propre territoire vulnérable. La stratégie était brillante dans sa simplicité et dévastatrice dans son exécution, exploitant les tensions et le manque d'unité préexistant entre les puissances européennes. L'attaque contre la Pologne avait un objectif très précis et brutal: semer la panique et éliminer toute force chrétienne susceptible de soutenir l'armée hongroise, que Subbotai avait identifiée comme la principale menace et le noyau possible de la résistance européenne. Sous le commandement de princes remarquables tels qu'Orda Khan, Baïdar et Kadan, cette force marcha rapidement à travers le sud de la Pologne, pillant villes, incendiant villages et massacrant populations avec l'efficacité implacable devenue leur marque de fabrique. La vitesse et la brutalité de leur avancée créèrent une vague de terreur se propageant bien avant l'arrivée des troupes, démoralisant les défenseurs même avant que les cavaliers mongols n'apparaissent à l'horizon. L'objectif n'était pas nécessairement de conquérir la Pologne pour la conserver, mais de l'utiliser comme un bouclier de feu et de fumée pour protéger le flanc nord de l'avancée principale vers la Hongrie et s'assurer qu'aucune force polonaise ou allemande ne pourrait renforcer le roi Béla IV. Durant leur marche, les Mongols en Pologne vainquirent plusieurs forces locales et régionales, notamment celles de Sandomierz et Lublin, facilement balayées. La destruction des cités de Cracovie et de Wrocław, alors connues sous le nom de Breslau, fut particulièrement significative, envoyant des ondes de choc à travers toute l'Europe. Cracovie, ancienne capitale polonaise, fut incendiée. Ses habitants massacrés
ou emmenés comme esclaves, tandis que Wrocław connut un sort similaire, ses défenses submergées et la ville dévastée. Les Mongols employèrent leurs tactiques caractéristiques. Mouvement rapide, fausse retraite pour attirer l'ennemi dans un piège, utilisation de brouillard artificiel et manœuvres de flanc dévastatrices, désorientant et annihilant les armées européennes. Les forces polonaises, bien que courageuses et composées de chevaliers lourds, étaient lentes, prévisibles et dépendaient de tactiques de combat plus traditionnelles et directes, incapables de s'adapter à la fluidité et à la vitesse de l'attaque mongole. Elles étaient des proies faciles pour les archers à cheval mongols, capables de décocher des pluies de flèches mortelles tout en se déplaçant, restant hors de portée de la cavalerie européenne avant de refermer le piège et d'anéantir les survivants. L'exécution précise de cette stratégie en tenaille fut le témoignage de la sophistication militaire mongole. Le renseignement, obtenu grâce à des éclaireurs et des espions opérant déguisés en Europe depuis des années, fut fondamental. Il fournit des détails sur les routes, les garnisons, les ressources et surtout les fragilités politiques et militaires de chaque royaume. De plus, la logistique impressionnante impliquée dans la coordination de deux armées sur des champs de bataille si distants, assurant approvisionnement, communication et renfort, démontrait la capacité organisationnelle sans précédent de l'Empire mongol. La division de l'attaque était plus qu'une simple tactique militaire. C'était un coup psychologique magistral. En créant l'impression que les Mongols étaient partout et pouvaient attaquer depuis plusieurs points simultanément, ils instillaient une peur paralysante qui désorganisait la résistance européenne, sapant le moral et la capacité de coordination avant même que les grandes batailles ne soient livrées. Les communautés européennes, déjà secouées par leurs propres divisions et conflits, se retrouvèrent isolées et désespérées. La scène était prête pour la dévastation, et l'Europe, divisée et paniquée, était sur le point d'affronter la fureur coordonnée du marteau mongol. Les chapitres suivants de la campagne, les batailles de Legnica en Pologne et de Mohi en Hongrie, seraient les points culminants de cette stratégie, où la puissance mongole et le génie de Subotai se manifesteraient de la manière la plus brutale et décisive. Alors que le bras principal de l'armée mongole, mené par Batu Khan et le génie Subotai, avançait implacablement vers la Hongrie, la stratégie méticuleuse d'annihilation exigeait un flanc nord également dévastateur. Ce bras, sous le commandement des princes Orda Khan, Baïdar et Kadan, avait un rôle crucial et terrifiant, semer la panique en Pologne et démanteler tout soutien potentiel au royaume hongrois. La Pologne, déjà en proie à la panique face à la rapidité et à la brutalité de l'avancée mongole qui avait ravagé la Russie, tentait désespérément d'organiser une défense. Les nouvelles de villes en flammes et de massacres généralisés couraient devant les hordes, créant une atmosphère de terreur et de désespoir. Face à cette menace existentielle, diverses principautés polonaises, ordres militaires chrétiens et volontaires, s'unirent pour former une coalition d'armées, le dernier espoir de contenir l'avancée du marteau mongol. Sous la direction du vaillant et pieux duc Henri II le Pieux, souverain de Silésie, la force chrétienne était une union de contingents variés. Il y avait des chevaliers polonais, courageux et fiers, mais souvent impulsifs. À eux s'ajoutaient les expérimentés et redoutables chevaliers teutoniques, une ordre militaire expérimentée dans les croisades, disciplinée et armée de lourdes cuirasses. Participaient aussi des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, hospitaliers. Outre les nobles et les chevaliers, la coalition incluait des contingents de mineurs d'or de Silésie, organisés en milices d'infanterie, et des volontaires d'autres régions, tous décidés à défendre leurs terres et leur foi. C'était une force hétérogène, avec des niveaux variés d'entraînement et de cohésion, mais unie par une peur commune et le besoin de résister. Elle représentait le dernier espoir pour la Pologne et un bouclier vital pour le reste de l'Europe centrale. L'affrontement inévitable eut lieu sur un champ ouvert près de la ville de Legnica, Legnitz, le 9 avril 1241. La bataille de Legnica est un chapitre sombre et en même temps
une étude de cas de la supériorité tactique et de la brutalité calculée des Mongols. L'armée mongole, bien que numériquement inférieure ou comparable, possédait une discipline et une coordination que les Européens ne pouvaient tout simplement pas égaler. Elle employa une série de tactiques trompeuses qui démantelèrent complètement les formations plus lourdes et moins mobiles des Européens, transformant le champ de bataille en un abattoir. La tactique des fausses retraites fut essentielle au succès mongol. La bataille commença par des archers mongols avançant et attaquant les lignes chrétiennes avec une pluie de flèches dévastatrices. Celles-ci, décochées avec précision et rapidité depuis les arcs composites mongols, causèrent des pertes considérables et désorganisèrent les formations européennes, surtout parmi l'infanterie moins protégée. Puis, les Mongols exécutèrent une retraite apparemment désordonnée et paniquée, tournèrent leurs chevaux et simulèrent une fuite. Les chevaliers européens impétueux, assoiffés de poursuites et convaincus d'être sur le point d'écraser l'ennemi, tombèrent dans le piège. Ils brisèrent leur formation défensive et avancèrent en poursuivant vigoureusement, entrant dans un terrain préalablement choisi par les Mongols pour l'embuscade. Une fois que les chevaliers furent isolés et en train de poursuivre l'ennemi fuyant, les Mongols, avec une discipline impressionnante, firent brusquement demi-tour, tirant depuis leur monture à pleine vitesse. Les flèches s'abattirent sur les chevaliers exposés, et les unités mongoles qui semblaient fuir encerclèrent désormais les forces chrétiennes désorganisées. Outre les fausses retraites, des récits de l'époque suggèrent que les Mongols utilisèrent du brouillard artificiel pour amplifier la confusion. Ils auraient brûlé des herbes, des balles de foin et d'autres matériaux combustibles pour créer une épaisse fumée obscurcissant le champ de bataille. Ce rideau de fumée désorientait non seulement les Européens, qui perdaient de vue l'ennemi et leurs propres lignes, mais permettait aussi aux Mongols de manœuvrer sans être vus. La fumée pouvait masquer la retraite, et surtout le virage soudain vers l'attaque, maximisant l'effet de surprise et la panique parmi les chrétiens. L'usage de telles tactiques, combinant ingéniosité militaire et manipulation psychologique, était la marque distinctive du génie de Subotai et des commandants mongols. La bataille devint rapidement un massacre. Les lourdes armures des chevaliers européens, qui les rendaient redoutables aux combats rapprochés et symboles de leur puissance, les rendaient aussi lents, moins maniables et vulnérables aux attaques de flèches à distance. Une fois encerclés et désorganisés par la tactique mongole, ils devenaient des cibles faciles pour la cavalerie légère et agile. La coordination et la discipline mongole leur permettaient d'exécuter des flanquements dévastateurs, attaquant les flancs et l'arrière des formations chrétiennes avec une efficacité brutale. Les tentatives de contre-attaque européennes et les efforts désespérés pour réorganiser les lignes étaient systématiquement écrasés par la mobilité implacable et la pluie incessante de flèches mongoles. Les chevaliers teutoniques, qui combattirent avec une bravoure remarquable, furent tout aussi submergés par la tactique et la force numérique. La défaite fut totale et écrasante. Le champ de bataille de Legnica devint un cimetière pour la cavalerie polonaise et ses alliés. Henri II le Pieux lui-même, chef de la coalition chrétienne, périt durant la bataille. Son corps fut retrouvé sur le terrain et sa tête séparée du tronc. La scène finale et la plus terrifiante fut la tête d'Henri II, empalé sur une lance et exhibé par les Mongols à Legnica. Cet acte brutal et symbolique servit d'avertissement puissant et d'augure terrifiant de ce qui arriverait à quiconque oserait s'opposer au marteau mongol. Cette image atroce se répandit comme un feu de paille à travers toute l'Europe, démoralisant les populations et faisant trembler de peur les royaumes voisins. La croyance en l'invincibilité mongole se renforça. La victoire à Legnica n'élimina pas seulement une force significative de résistance en Pologne, mais assura aussi qu'aucune aide substantielle ne pourrait être envoyée au royaume de Hongrie. La stratégie de panique et de division de Subotai avait été exécutée avec maîtrise, ouvrant la voie au bras principal de l'armée mongole, menée par Batu Khan, pour entreprendre sa campagne suivante et la plus ambitieuse.
Legnica resta gravé dans la mémoire européenne comme l'un des moments les plus sombres et les plus traumatisants de l'invasion mongole. Un rappel vivant de la fragilité d'une Europe divisée face à une force unie, disciplinée et impitoyablement efficace. La terreur en Pologne avait été accomplie et la scène était prête pour le prochain acte de la dévastation mongole en Hongrie. Alors que le bras nord de l'armée mongole semait la terreur en Pologne et anéantissait les forces chrétiennes à Legnica, laissant derrière lui un sillage de destruction et de panique résonnant à travers tout le continent, le bras principal de l'invasion, une force colossale menée personnellement par Batu Khan et le génie inestimable Subotai, avançait inexorablement vers le cœur du royaume de Hongrie. C'était l'objectif principal, la perle de la couronne de l'Europe orientale, dont la soumission représentait le dernier obstacle au passage libre des Mongols vers les riches terres de l'Europe occidentale. La Hongrie, sous le roi Béla IV, était alors le royaume le plus puissant de la région, doté d'une armée respectable, de vastes terres et d'une histoire de résistance aux envahisseurs. Béla IV, un monarque astucieux et conscient de la menace imminente venant de l'Est, les nouvelles de la dévastation en Russie, Pologne et Silésie voyageaient plus vite que les Mongols eux-mêmes, avait tenté de mobiliser ses barons et de convoquer l'armée royale. C'était une tâche herculéenne, car la noblesse hongroise était notoire pour son désunion et sa réticence à coopérer pleinement avec la couronne. Malgré ses défis internes, Béla réussit à rassembler une force considérable. Son armée était une fusion de chevaliers lourds hongrois, d'une infanterie robuste, d'un grand nombre d'archers et d'arbalétriers, et de contingents d'alliés précieux, notamment les redoutés chevaliers templiers et des troupes croates. Cependant, le manque de discipline parmi ces troupes et la méfiance entre les nobles se révéleraient des failles fatales face à la machine de guerre mongole. L'armée hongroise, avec prudence, se positionna près de la rivière Sajo, à quelques kilomètres de la ville de Mohi. Le choix de l'emplacement n'était pas fortuit. Les Hongrois établirent un camp fortifié, espérant utiliser la rivière comme barrière naturelle contre l'avancée implacable des Mongols. La stratégie était simple: défendre le pont traversant le Sajo et forcer les Mongols à un affrontement direct où la cavalerie lourde hongroise et l'infanterie pourraient combattre sur un terrain plus favorable. Ils croyaient que les eaux glacées du Sajo et l'étroitesse du pont limiteraient la mobilité et les tactiques de flanc mongol. Ils ignoraient que Subotai, le maître stratège, avait déjà analysé le terrain avec une précision chirurgicale et élaboré un plan brillant. Et pour les Hongrois, mortel. La bataille de Mohi, survenue le 11 avril 1241, ne fut pas un choc frontal, mais un chef-d'œuvre d'embuscade et de coordination tactique mongole. En pleine nuit, sous le couvert de l'obscurité et du silence sinistre des steppes, Subotai mena personnellement une part significative de ses forces pour traverser secrètement la rivière Sajo. Loin du pont principal, il avait découvert un gué éloigné, un passage caché qui permettrait à ses guerriers de contourner les défenses hongroises. Pendant que cette manœuvre furtive s'exécutait, Batu Khan menait l'assaut frontal sur le pont principal. Ses troupes, armées d'arcs et de catapultes légères, bombardaient les défenseurs hongrois, utilisant le bruit et le chaos de l'affrontement pour masquer l'opération de contournement de Subotai. La tactique en tenaille fut exécutée avec une précision terrifiante. Les forces de Batu rencontrèrent une résistance initiale sur le pont, les Hongrois combattant vaillamment pour maintenir leur position. Les projectiles mongols tombaient sur le pont et les rives, mais la détermination des défenseurs empêchait une avancée rapide. Cependant, l'attaque nocturne et la pression constante avaient un but plus vaste: maintenir les Hongrois fixés et distraits. À l'aube, la partie de l'armée mongole qui avait contourné la rivière, menée par Subotai, attaqua l'arrière et les flancs du camp hongrois. L'impact fut total et dévastateur. Les Hongrois, surpris dans leur propre camp et attaqués simultanément de face, par le pont, et par l'arrière et les flancs, par la force de contournement, furent pris de panique.
La discipline s'effondra dans le chaos et le camp fortifié, censé être un refuge sûr, devint un piège mortel. Les flèches mongoles tombaient de tous côtés, tandis que les catapultes légères bombardaient l'intérieur du camp, amplifiant encore la confusion et la démoralisation. La cavalerie hongroise, lourde et lente à manœuvrer dans un espace aussi confiné, devint une cible facile. Le massacre sur la rivière Sajo fut total et implacable. Les Mongols, maîtres dans l'art d'encercler et d'anéantir, ne laissèrent aucune échappatoire. Conscients qu'une armée en panique est plus facile à détruire, ils laissèrent stratégiquement une petite issue dans leur encerclement, un couloir de la mort délibérément ouvert. Les chevaliers hongrois, dans leur désespoir de survivre, tentèrent de s'échapper par ce chemin illusoire, le croyant voie de salut. Cependant, ce couloir les conduisit directement à une embuscade soigneusement préparée dans les marais et forêts avoisinants, où ils furent massacrés sans pitié par des archers mongols, tirant avec calcul et précision. La majorité de l'armée hongroise fut anéantie. Les corps des soldats jonchaient le paysage sur des kilomètres, un témoignage sombre de l'efficacité brutale de la machine de guerre mongole. Le roi Béla IV lui-même s'échappa à peine avec la vie. Après avoir assisté à l'anéantissement de son armée et à l'effondrement de son royaume, il fuit désespérément vers l'ouest, en direction de la Dalmatie, poursuivi sans relâche par des détachements mongols, ne ménageant aucun effort pour le capturer et ainsi abattre complètement le symbole de la résistance hongroise. Mohi fut une victoire stratégique écrasante pour les Mongols, démontrant non seulement leur férocité incomparable, mais aussi leur supériorité intellectuelle militaire et leur capacité à planifier et exécuter des manœuvres complexes à grande échelle. Ce dernier chapitre de la campagne mongole en Europe orientale fut un coup dévastateur, ouvrant les portes à l'invasion du reste du royaume hongrois, qui serait systématiquement pillé et dévasté, et à l'avancée qui semblait imparable vers l'Europe occidentale. L'enfer hongrois s'était incarné de façon brutale, et l'Europe était désormais à la merci du marteau mongol, qui semblait ne connaître aucune limite dans sa fureur et son ambition. Après les victoires écrasantes à Legnica et Mohi, et avec la dévastation d'une grande partie de l'Europe orientale, Batu Khan et l'invincible Subotai semblaient sur le point d'une conquête totale du continent. Le marteau mongol, manié avec une précision brutale, avait broyé empires et royaumes, laissant derrière lui un sillage de cendres et de désespoir. La Pologne était en ruine, la Hongrie un champ de décombres fumants, et les principautés slaves, déjà assujetties, n'étaient plus que de pâles ombres de ce qu'elles avaient été. L'Europe occidentale, jusqu'alors un monde lointain et presque mythique pour les cavaliers des steppes, était désormais à portée de vue. Sa richesse et sa fragmentation clairement visibles dans les rapports méticuleux des espions mongols. La marche imparable de Batu avait culminé dans une position de pouvoir sans précédent. Avec la chute de Cracovie et le massacre à Legnica, le flanc nord était sécurisé. Avec l'anéantissement de l'armée de Béla IV à Mohi, le cœur de l'Europe centrale était ouvert. Rien à l'ouest n'avait démontré être capable d'arrêter la cavalerie mongole, qui se déplaçait à une vitesse vertigineuse et combattait avec une férocité incomparable. Les armées européennes, lentes, divisées et attachées à des tactiques obsolètes de combat rapprochés, avaient été systématiquement démantelées par des pluies de flèches et des manœuvres de flanc dévastatrices. La crainte d'une avancée mongole à grande échelle vers le Saint-Empire romain germanique, l'Italie et même la France étaient une réalité terrifiante, paralysant la volonté des monarques occidentaux. L'Europe était dans une panique généralisée. Les murmures de Tatars, nom par lequel on désignait les Mongols en Occident, associés à l'enfer, Tartare, résonnaient de village en village, de ville en ville. L'empereur Frédéric II du Saint-Empire romain germanique, souverain avisé, appelait à une croisade pan-européenne contre le nouvel ennemi, mais la réponse était lente, fragmentée et inefficace. De nombreux nobles européens étaient plus préoccupés par la protection de leur propre fief
et leurs querelles territoriales internes que par l'organisation d'une défense unifiée contre une menace qui semblait lointaine, mais avançait inexorablement. Le pape Grégoire IX proclama une croisade, mais la menace étant si soudaine et écrasante, la capacité de réponse européenne était minime, paralysée par la peur et le manque de coordination. La civilisation européenne, telle qu'on la connaissait, semblait au bord de l'effondrement. Les Mongols, maîtres dans la planification de campagnes des années à l'avance et dans leur exécution avec une précision implacable, passèrent l'hiver sur le territoire hongrois conquis, pillant ce qui restait et consolidant leur position. Le printemps de 1242 devait marquer la phase suivante des attaques avec des incursions déjà effectuées en Autriche et des plans pour marcher sur Vienne en cours. C'était seulement une question de temps avant que les armées de Batou ne se lancent sur le reste de l'Europe occidentale et le destin du continent semblait scellé. Le cauchemar, cependant, était sur le point de prendre un tournant inattendu. Au milieu de cette marée de conquête et de désespoir, une nouvelle dramatique et imprévue parvint au camp mongol à l'hiver 1240 et 1242, depuis les profondeurs de l'Asie centrale. La mort d'Ögödei Khan, le grand khan du vaste empire mongol, à Karakorum, la capitale. Cette nouvelle, apparemment lointaine, déclencha une série d'événements qui aboutirent à la décision la plus cruciale et inattendue de la campagne de Batu Khan. Une décision qui sauva miraculeusement l'Europe occidentale. Selon les lois et coutumes mongoles, à la mort du grand khan, tous les princes du sang royal et les commandants devaient retourner en Mongolie pour participer au Kurultai, le grand conseil, qui élirait le prochain grand khan. La succession n'était pas linéaire, et le processus était souvent marqué par d'intenses intrigues politiques et des luttes de pouvoir. La présence de Batou en Mongolie était essentielle pour protéger ses propres intérêts et ceux de sa lignée, la maison de Jochi, dans la succession. Il existait une rivalité féroce, en particulier entre Batou et son cousin Guyuk, fils d'Ögödei et l'un des principaux candidats au trône, qui s'était ouvertement brouillé avec Batou durant la campagne occidentale, alimentant des tensions pouvant déstabiliser l'empire de l'intérieur. La décision de se retirer ne fut pas facile pour Batou, un chef ambitieux et victorieux. Il était au sommet de sa campagne, avec la gloire de conquérir l'Europe occidentale à portée de main. Cependant, la loyauté envers la tradition et la nécessité stratégique de protéger sa position au sein de la complexe toile politique de l'Empire étaient impératives. Subotai, le génie tactique, bien que probablement réticent à abandonner une campagne aussi réussie, comprenait les ramifications politiques et appuya la décision. Ainsi, aussi soudainement qu'ils étaient venus, les armées de Batou, après avoir pillé et détruit tout sur leur passage, firent simplement demi-tour et marchèrent vers l'Est, disparaissant des frontières européennes aussi rapidement qu'elles y étaient apparues. L'Europe, qui semblait irrémédiablement condamnée, respira un grand coup de soulagement. Le retrait des Mongols, interprété par beaucoup comme un miracle divin, fut un choc pour les Européens, qui s'attendaient à une annihilation totale. La disparition soudaine des hordes laissa derrière elle un sillage de dévastation et une Europe traumatisée, mais largement intacte. Les villes et villages qui redoutaient le toucher brûlant de la conquête mongole furent épargnés. Les rois et princes qui se préparaient à la défaite se retrouvèrent avec un soulagement inattendu. La fin du monde, comme beaucoup l'appelaient, avait été repoussée. Cependant, bien que le retrait ait sauvé l'Occident d'un destin similaire, il laissa un héritage durable et sombre pour l'Europe orientale. Batu Khan, le marteau mongol, ne laissa pas seulement derrière lui un sillage de destruction et de deuil, mais fonda aussi le Khanat de la Horde d'Or, un royaume de terreur durable qui a servi la Russie pendant plus de 250 ans. Les terres de la Russe de Kiev ne retrouveraient jamais leur état antérieur, demeurant sous le joug mongol, payant tribut et subissant des invasions périodiques qui façonneraient profondément leur culture et leur histoire.
le cauchemar ne prit pas fin pour eux, il changea simplement de forme. Batu Khan, le petit-fils de Gengis, retourna à sa place comme l'un des seigneurs les plus puissants de l'Empire mongol. Un chef qui avait failli briser l'Europe. Bien que l'Europe occidentale ait été épargnée par un caprice du destin et les complexes politiques internes du vaste empire mongol, le legs de peur, de domination et de subjugation imposé par Batu et sa horde d'or continuerait de façonner l'Est pendant des siècles, rappelant à tous la puissance écrasante du marteau mongol.